La journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue est célébrée tous les 26 juin. Elle a été décrétée en 1987 par les Nations Unies. Le thème cette année à écouter d'abord. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan était au Portugal pour une mission officielle. Lors de cette mission, l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Portugal a été inaugurée. Le nouvel ambassadeur Fana Théodore Kofi a promis œuvrer au renforcement des liens entre les deux pays. En Chine, au moins 30 personnes ont péri ce dimanche dans l'accident d'un autocar qui a pris feu dans la province de Yunnan. 21 passagers blessés ont été hospitalisés et le chauffeur du bus a été arrêté. Et puis, le magazine de ce dimanche a pour thème la migration irrégulière au niveau de la Côte d'Ivoire. Quelle campagne pour freiner l'hémorragie? Notre invité, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, M. Konaté Isiaka. M. Konaté, merci d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de RTI 1. Et à tout à l'heure pour les échanges. Certainement. À tout à l'heure. Merci. D'accord. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations justement sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, la journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue est célébrée tous les 26 juin. Elle a été décrétée en 1987 par les Nations Unies à cause de l'augmentation du nombre de consommateurs, en majorité des adolescents. Le thème cette année est écoutez, d'abord, c'est pour attirer l'attention sur l'importance d'écouter les jeunes pour les aider à grandir sainement. Ami Sissoko. Curiosité, effet de mode, souci. Autant de raisons qui poussent les jeunes à consommer de la drogue. Et finalement, difficile de sortir de l'engrenage de la dépendance. J'avais un ami qui était consommateur. Et lorsque j'avais découvert qu'il consommait la cocaïne, par curiosité, j'ai essayé, je suis resté là. J'ai consommé pendant plus de 7 ans. La drogue, ce sont des substances liquides, gazeuses, qui peuvent être artificielles ou naturelles, qui ont pour effet de modifier le fonctionnement du cerveau. Alors, exemple, on peut prendre la cigarette ou l'alcool ou même le cannabis. La consommation de la drogue n'est pas sans effet sur le consommateur et sur son entourage. Il arrive où je dépense 150 000 les jours qu'on fait les fêtes, il faut dire qu'il peut dépenser 300 000. Les conséquences sont graves, c'est la dissolution de la famille, de ma famille, c'est la dissolution de toi et de la société. Selon le rapport mondial 2015 sur les drogues, une personne sur 20 âgée de 15 à 64 ans a consommé de la drogue illicite en 2013, soit une hausse de 3 millions de personnes. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Jadis, la Côte d'Ivoire était considérée comme un pays de transit de drogue, mais pas de consommation. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le club des consommateurs de drogue. Donc nous disons que l'état est alarmant au vu des sollicitations qui nous sont faites à partir des établissements, à partir des corps socio-professionnels, socio-économiques. Face à ce fléau, en 1987, les Nations Unies décrètent le 26 juin, Journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Occasion pour les volontaires de la Croix-Bleue de sensibiliser jeunes adultes sur les dangers des stupéfiants. Et comme pour apporter son soutien à cette organisation internationale d'aide aux personnes en difficulté avec l'alcool et la drogue, l'ONG Médecins du Monde a réhabilité le centre de prise en charge de la Croix-Bleue. Concernant ce bâtiment, il y a 2 bureaux qui vont servir à l'équipe de terrain, qui vont être localisés ici et qui vont pouvoir faire les actions directement dans les fumoirs, directement auprès des usagers de drogue. Il y a un centre de dépistage volontaire où on peut venir se faire dépister pour le VIH gratuitement avec des personnes compétentes. Et il y a un laboratoire. Il faut aujourd'hui faire en sorte que la jeunesse ne puisse pas entrer dans ce fléau. Pour ceux qui y sont, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent être pris en charge. Après avoir ouvert une unité de sevrage, aujourd'hui encore, on est heureux de recevoir un bâtiment entièrement rénové, équipé et que la Croix-Bleue va se faire fort de bien gérer. Écoutez d'abord, c'est le thème qui guide les actions de la 29e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Une campagne pour attirer l'attention sur l'importance d'écouter les jeunes pour les aider à grandir sainement.
Et c'était un reportage d'Ami Sissoko. Les ministres en charge des postes de l'Afrique de l'Ouest étaient à Niamey au Niger pour une conférence sur les postes au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Justement, après 2 jours de travaux, ils ont échangé avec le Premier ministre du Niger. Au centre des discussions, le soutien de la CEDEAO à la candidature de la Côte d'Ivoire pour le prochain congrès mondial de l'Union postale universelle en 2020. Ils ont également fait le point des dispositions prises dans le secteur des télécommunications pour un meilleur service aux populations de la CEDEAO. Kwasi Mamadou. La Poste ne mourra pas dans l'espace CEDEAO malgré sa perte de vitesse. C'est ce qui ressort des travaux de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour lui redonner un nouveau souffle, un schéma directeur 2016-2020 est élaboré. Un plan d'action qui va s'appuyer sur les TIC, technologies de l'information et de la communication. Mais à côté, des projets suscitent déjà l'adhésion de tous. C'est le cas de transfert de courrier terrestre à Abidjan-Lagos qui va servir de modèle. En passant donc par Cotonou, Accra, Lomé, etc. Pour nous, c'est une excellente initiative qui va évidemment rapprocher nos populations donc, avec ce mouvement quotidien, voire même pluriquotidien. De véhicules et de courriers sur nos routes. Au-delà, il s'agit de créer un lien physique entre toutes les postes de ces pays-là. Cette rencontre de Niamey a vu le renouvellement des instances. La conférence des ministres de la Poste, dirigée par le ministre Bruno Nabagné-Koné, est désormais confiée au Niger pour un mandat de 4 ans. Et l'Ivoirien Aka Brou est reconduit au poste de secrétaire général de l'organisation des postes de la CEDEAO pour 4 ans également. Le ministre ivoirien de l'économie numérique et des postes a informé ses homologues de la CEDEAO de la candidature de la Côte d'Ivoire pour abriter le congrès mondial de l'Union postale universelle UPU en 2020. Les conclusions de ces 2 jours de travaux ont été présentées par les ministres en charge des postes et des télécommunications de l'espace CEDEAO au Premier ministre du Niger. Nous avons examiné et harmonisé les positions de l'ensemble de nos pays en ce qui concerne les représentations dans les différentes institutions internationales gérant le secteur postal. Je dois souligner au passage que nous avons à l'unanimité décidé de soutenir la Côte d'Ivoire pour que la conférence de l'Union postale internationale puisse se tenir à Abidjan en 2020. Nous avons estimé aussi que les pays de l'Interland, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays qui n'ont pas accès aux câbles sous-marins, leur situation doit être examinée avec beaucoup plus d'attention afin que les tarifs d'accès aux câbles sous-marins et donc d'accès à Internet pour les citoyens de ces pays et des autres pays de la sous-région puissent être abordables. Le Premier ministre du Niger, Rafini Brigi, a félicité Bruno Nabagné-Koné et ses pairs pour ces décisions prises. Il les a assurés de la volonté de son pays à tout mettre en œuvre pour que ces décisions soient une réalité sur le terrain dans l'intérêt général des populations. Autre titre de cette édition, le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan était au Portugal pour une mission officielle. Lors de cette mission, l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Portugal a été inaugurée. Le nouvel ambassadeur, Fana Théodore Kofi, a promis d'œuvrer au renforcement des liens entre les 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Portugal. Sylvie Touré. Un acte qui illustre de fort belle manière le raffermissement des relations avec le Portugal. L'ouverture de l'ambassade à Lisbonne. Ouverte depuis quelques mois, la Maison de la Côte d'Ivoire au Portugal a été officiellement inaugurée par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Témoin de l'événement, la communauté ivoirienne vivant au Portugal, les ambassadeurs du groupe Afrique, le doyen du corps diplomatique accrédité à Lisbonne, des autorités politiques portugaises et des amis de la Côte d'Ivoire. Pour le chef du gouvernement ivoirien, l'objectif est clair. Cette mission diplomatique devra contribuer à rapprocher davantage les 2 pays. Tout en félicitant son Excellence M. Kofi Fana, le tout premier ambassadeur de Côte d'Ivoire, pour le dynamisme dont il fait preuve et l'important travail déjà abattu depuis sa nomination dans ses fonctions, je voudrais l'exhorter à œuvrer pour la réouverture de l'ambassade du Portugal à Abidjan, à laquelle nous attachons un grand prix. Vous devez également, Excellence, mettre un accent particulier sur la réouverture de la desserte d'Abidjan par la compagnie aérienne TAP Portugal, ainsi que d'une manière générale sur la mise en œuvre effective des diligences liées à l'application des différents accords et protocoles signés.
Théodore Kofi Fana a rassuré le Premier ministre que son équipe est déjà à la tâche. Elle multiplie depuis 6 mois les rencontres économiques et diplomatiques pour donner une impulsion nouvelle à la coopération ivoiro-portugaise. L'ambition affichée des premiers acteurs que nous sommes consiste à ériger cette mission diplomatique en un laboratoire de coopération très dynamique et très innovant, avec pour objectif essentiel défini par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire du Portugal un partenaire stratégique pour les échanges et la sécurité, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais également dans le golfe de Guinée. Avant la nomination d'un ambassadeur au Portugal, la mission était assurée par 2 consuls, l'un à Lisbonne et l'autre à Porto. Ces 2 personnalités ont été distinguées dans l'ordre national de la Côte d'Ivoire. Les Espagnols ont commencé à voter ce dimanche juste après l'ouragan du Brexit au Royaume-Uni pour décider s'ils gardent la droite au pouvoir après 6 mois de blocage politique du pays marqué par l'ascension du parti anti-austérité Podemos. Les bureaux de vote ont ouvert à 9h, 7h GMT pour accueillir jusqu'à 20h, 18h GMT, environ 36 millions d'électeurs. Les premiers résultats officiels sont attendus vers 22h30, soit 20h30 GMT. Troisième grand titre de cette édition. En Chine, au moins 30 personnes ont péri ce dimanche dans l'accident d'un autocar qui a pris feu dans la province de Yunnan. 21 passagers blessés ont été hospitalisés. Le chauffeur du bus a été arrêté. L'incendie serait probablement la conséquence d'une fuite d'huile apparue lorsque l'autocar a percuté chez le mur de sécurité de l'autoroute aux îles circulaires. Revenons en Côte d'Ivoire, où la révision de la liste électorale a commencé hier samedi 25 juin. Le processus a été lancé officiellement à Dabou. La cérémonie a eu lieu en présence des représentants des partis politiques, de la société civile, des chefs religieux et traditionnels. Emmanuela Gabriel Zani. Dabou, la capitale de la région des Grands Ponts. Ici, la révision de la liste électorale est présente dans presque toutes les conversations. Quand tu n'as pas les moyens pour te déplacer, bon, tu ne vas pas voter parce que tu n'as pas eu de transport. Alors quand c'est rapproché comme ça, on peut voter sans se déplacer, sans vraiment dépenser un sou. Voter là où l'on désire, c'est l'une des questions auxquelles répond la révision de la liste électorale, dont le coup d'envoi est donné ce samedi 25 juin dans les locaux de cet établissement à Dabou. L'équipe est composée de 3 personnes. Le chef de centre, quand vous arrivez dans le centre d'enrôlement, il doit vous poser, dès que vous rentrez, une première question. Pourquoi vous êtes là? Depuis le début des consultations avec les représentants des partis politiques, de la société civile, des communautés religieuses, le président de la commission électorale indépendante n'a cessé d'appeler les populations à participer massivement au processus. Ce samedi, il a réitéré son appel. Ce qui compte désormais aux yeux de la commission électorale, c'est la présence massive des requérants qui viennent se faire immatriculer pour ainsi permettre à notre liste d'être fiable, inattaquable donc, et d'offrir aux uns et aux autres la possibilité de choisir l'élu qu'ils souhaitent. Installés sur cette table de classe, des agents de la CEI ont procédé à une simulation d'enrôlement pour servir d'exemple à l'assistance. Nous avions commencé la sensibilisation dans nos temples, églises et mosquées avant même la cérémonie, parce que c'est un devoir civique. On encourage la population à venir s'inscrire sans un jour de plus, parce que le calendrier électoral est vraiment très serré maintenant. Le nombre de guichets fixes installés dans les locaux de sous-préfecture et mairie passe de 1071 à 1080. La CEI annonce ce samedi qu'au besoin d'autres guichets seront ouverts pour permettre au plus grand nombre d'avoir une carte d'électeur. La révision de la liste électorale se fera conjointement avec l'opération d'identification annoncée par l'Office national d'identification. Une opération destinée à délivrer des cartes d'identité.
Le chemin de la coopération au Guinée-Côte d'Ivoire dans le domaine agricole a été remis vendredi au président Alpha Condé. Chez les partis, à travers leurs experts respectifs, ont décidé de poursuivre les rencontres pour permettre la mise à exécution des semences, des plans d'alevin pour la redynamisation de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage en Guinée. Noël Gagnon. C'est un président visiblement heureux qui prend possession des conclusions des travaux sur la coopération agricole Côte d'Ivoire-Guinée. 48 heures durant, politiques guinéens et ivoiriens, les experts respectifs ont défriché, labouré, délimité les champs d'action, examiné les sols pour s'assurer que les graines, une fois mises en terre, vont germer, portant ainsi tout l'espoir du président Alpha Condé, redonner à l'agriculture guinéenne toute sa place. La Guinée a un grand retard à rattraper. Nous avons des terres extrêmement fertiles où nous pouvons produire énormément de café et du cacao. Et si vous vous rendez compte qu'on ne produit même pas 10 000 ou 15 000 tonnes, alors qu'on peut produire au moins 500 000, 600 000 tonnes, etc. Donc nous devons rattraper notre retard. Voilà qui explique le satisfait du propriétaire terrien. J'ai été très satisfait de la délégation, tant les ministres que les techniciens, parce qu'ils se sont comportés comme ils étaient des Guinéens. Et j'ai compris qu'ils partageaient mon souci et ma préoccupation. Donc je suis très optimiste. Le porte-parole de l'heure, le ministre ivoirien de la production animale et des ressources halieutiques, a réitéré toute sa disponibilité et celle de son collègue de l'agriculture et du développement rural à exécuter la volonté politique des présidents Alpha Condé de Guinée et Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Nous sommes des exécutants, nous attendons des instructions pour nous mettre au travail. La Guinée s'engage à faire en sorte que cette année, il y ait au moins les premiers plans. Nous allons arriver au pays, nous allons recenser les plans et voir dans quelle mesure la Côte d'Ivoire peut accompagner la Guinée à vraiment aller de l'avant dans le domaine agricole. Dès ce lundi déjà, une délégation d'experts guinéens est attendue ici en Côte d'Ivoire, marquant ainsi la volonté clairement affichée du président Alpha Condé pour réconcilier les conclusions de Conakry avec les exigences qu'impose la relance du secteur agricole de son pays. Les autorités de la commune de Grand Laou s'inquiètent du faible taux d'approvisionnement de leur ville en produits vivriers et halieutiques. Pour faire face à cette situation, le maire Djahajon a initié une rencontre avec les populations en présence de plusieurs experts du ministère de l'Agriculture, du Développement rural, des ressources halieutiques et animales et également en présence de notre reporter Konaté Moussa. Marché de Grand Laou. Ces femmes vaquent à leurs occupations quotidiennes. L'affluence est faible. Ici, le vivrier peine à satisfaire les besoins des populations. Les denrées alimentaires se font rares, notamment la tiéké. Ils ont pris tout champ pour planter EVA, cacao, tout ça. Donc on n'a plus champ pour cultiver manioc. À cela s'ajoute le manque des produits de pêche. Conséquence, le coût du poisson est élevé. Il y a plusieurs coins d'eau où on peut avoir du poisson, mais arriver sur le marché là, c'est très cher. Là où on n'arrive pas à manger le poisson comme on a envie de manger. Quand nous partons à la pêche, on n'a plus la même quantité, la même production que nous avons. La production n'est plus la meilleure. On se dit aussi que le poisson finit. On se dit aussi que les quelques éléments que nous avons, c'est qu'on a des bateaux ravisseurs qui sont là. On sent que l'eau chauffe de plus en plus. La cité balnéaire risque une crise alimentaire si rien n'est fait. Les autorités municipales veulent anticiper les dégâts. Elles sont appuyées dans cette action par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et des structures de l'État chargées des questions agricoles et halieutiques. Une rencontre a réuni ces acteurs pour sensibiliser les populations à produire localement beaucoup plus. Nous avons mobilisé les cadres, nous avons mobilisé également toutes les forces vives pour qu'en termes de sécurité alimentaire, le vivrier puisse être produit sur place et que les populations puissent également en consommer une partie et vendre une partie. Conscientes de leur contribution au développement, les populations affirment leur adhésion à l'initiative. Au cours de ces échanges, il a aussi été question de la révision de la liste électorale. Les populations de Grand Laou ont été invitées à participer massivement à l'opération qui a démarré ce 25 juin. Les victimes des feux de brousse de Toumoudi viennent de bénéficier du soutien du Conseil du café cacao. Ils ont reçu des vivres. Les producteurs ont été invités à prendre des dispositions pour éviter les feux de brousse les années à venir. Soro Corona, Charles Tatou, RTI Boaké. Plus de 700 hectares de cultures de rente et vivrières
ravagés par les feux de brousse cette année. Toujours selon les données de l'administration forestière, ces feux ont même touché les zones forestières. Des dégâts estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Les producteurs de café et de cacao du département de Toumoudi n'ont pas été épargnés. Ces plantations constituent la seule source de revenus pour ces populations. Il y a un monsieur qui a nettoyé son champ quand il a brûlé et puis il a laissé le feu. Il est venu. J'ai un enfant qui a une grande école à Boaké. J'ai ma fille qui va en première cette année. Je me demande moi-même comment est-ce que je vais faire pour pouvoir faire partie de ces enfants à l'école cette année. Le Conseil du café et cacao vient d'apporter un appui alimentaire à ces victimes des feux de brousse. C'est l'esplanade de la sous-préfecture de la localité qui a servi de cadre à la remise de ces dons. Un geste hautement apprécié par les producteurs. Je suis très content. Ça va nous consoler un peu. Parce qu'on est en train de réfléchir comment faire pour nourrir les enfants. Ce que le gouvernement et le Conseil Café Cacao ont fait, c'est très bon. Au cours de cette remise de vivres, le représentant local du Conseil du Café Cacao et le corps préfectoral ont sensibilisé les producteurs sur les dangers des feux de brousse. Les producteurs ont été exhortés à intégrer les comités de lutte contre les feux de brousse installés à cet effet. Les feux de brousse sont souvent causés à 90% par les actions humaines. Il y a eu des mouvements d'humeur au village d'Akwedo suite à un litige foncier chez les opposants à un individu. Les jeunes du village d'Akwedo ont barricadé l'entrée de la décharge d'Abidjan. Les policiers ont fait usage de bombes lacrymogènes pour les disperser afin de favoriser la réouverture de la décharge. Dans leur colère, les jeunes ont saccagé les installations de paysage de la nature. Avec l'intervention des forces de l'ordre, les activités à la décharge ont repris. Nos divenances, Herman Niamia. Pneus incinérés sur la voie publique, entrée du village barricadé. Les jeunes du village d'Akwedo protestent ainsi contre les forces de l'ordre qui les auraient gazés à coups de bombes lacrymogènes. Selon ces jeunes, les forces de l'ordre auraient prêté main forte à un individu qui mènerait des travaux sur une parcelle appartenant au village. Depuis hier, nous avons trouvé des policiers sur un lotissement qu'Akwedo a déjà fait approuver. Bien que la décharge ne soit concernée par ce conflit, dans leur colère, les jeunes ont saccagé les installations de la nature pour, disent-ils, se faire entendre. Le directeur des cabinets du ministre de la Salubrité urbaine, qui s'est rendu sur les lieux accompagné de certains de ses collaborateurs, a pu faire le constat. Tous les instruments ont été détruits, les ordinateurs, tous les moyens de travail, les lampes. On a requis aussi un outil pour faire le point. Le moment venu, on avisera. Les autorités du ministère de la Salubrité urbaine assurent que malgré ces actes de vandalisme, le ramassage des ordures ne sera pas suspendu. Nous avons une procédure alternative qui consiste à faire une estimation des rouages d'ordures ménagères. Donc c'est cette alternative que nous allons utiliser. Mais pour mettre en place le matériel, il faudrait plus d'une semaine. D'ailleurs, à leur présence, le directeur des cabinets et sa délégation ont pu assister à l'arrivée d'un camion de ramassage d'ordures qui a déchargé sans crainte son contenu. Les forces de l'ordre déployées en grand nombre veillent au grain pour éviter que la décharge ne soit à nouveau fermée par les jeunes. Autre sujet dans cette édition, la Société financière internationale SFI du groupe de la Banque mondiale en partenariat avec la Fondation Mastercard a organisé 2 jours durant ici à Abidjan une rencontre sur le secteur financier en Afrique de l'Ouest. L'objectif est de promouvoir la microfinance et les services financiers numériques et développer ainsi l'inclusion financière. Chantal Ouma Kandan. Cette rencontre sur l'accès aux services financiers numériques vise le développement de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. Une étude sur les opportunités de services financiers numériques dans la chaîne de valeur du cacao en Côte d'Ivoire a été publiée à cette occasion. L'étude a analysé le comportement financier des petits agriculteurs dans le secteur du cacao ivoirien. Il ressort que peu de ces paysans ont accès à des services bancaires traditionnels. Ces personnes préfèrent utiliser les services d'argent mobile. L'objectif de cette rencontre est donc d'inverser l'ordre des choses afin de faire bénéficier à un plus grand nombre de ces personnes l'accès aux services financiers. Notre intérêt
par rapport au monde rural, c'est vraiment parce que ça reste le milieu qui a besoin de plus d'attention en termes de développement, en termes d'inclusion financière. Déjà avoir accès aux services financiers et avec le temps avoir accès au crédit financier. Il s'agit ici de trouver avec les acteurs du marché les produits adéquats qui répondent aux attentes des populations. IFC a été choisi comme partenaire pour mettre en place un programme au niveau national, et ce depuis 2013, pour répondre aux besoins du marché et pour concourir au développement de l'inclusion financière. Créé en 2012, le partenariat Société financière internationale SFI et Fondation Mastercard a déjà permis à 2 700 000 personnes de bénéficier d'un accès aux services financiers. Et ce partenariat compte doubler ce chiffre d'ici 2018. Renforcement des capacités des fonctionnaires dans l'utilisation de l'outil informatique. À San Pedro, on en parle maintenant. Ils sont au nombre de 160 qui bénéficient de ce renforcement. C'est une initiative de la Société nationale de développement informatique SNDI. Thérèse Tapeyoboué. Au total, 8000 fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont été formés à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké et Korogo par la SNDI. Pour le directeur général, la maîtrise de l'outil informatique est un levier important dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. La formation des agents de l'administration à l'usage de l'outil informatique est une impérieuse nécessité pour le développement de la Côte d'Ivoire dans tous ses aspects. L'outil informatique, en effet, constitue l'instrument de travail de base de l'administration. Aujourd'hui, il est quasi impossible d'imaginer une administration sans cet instrument. Des modules tels Word, Excel, PowerPoint et l'initiation à l'informatique sont enseignés aux apprenants. La SNDI saisit ainsi la nécessité de vulgariser l'usage adéquat des outils informatiques dans la conduite des activités de tous les secteurs de l'administration en Côte d'Ivoire. Les femmes Djimini et Djamala vivant à Abidjan veulent participer pleinement au développement de leur région et partant de celui de la Côte d'Ivoire. Elles l'ont exprimé à leur cadre au cours de rassemblement qui a eu lieu dans la commune d'Abobo. Et c'était en présence de notre reporter Vénon Seman Niamien. Un an après la création de leur association, les voilà à nouveau réunis ici à Abobo. Elles, ce sont les 200 femmes Djimini et Djamana résidant à Abidjan, membres de la coopérative Yedjidja. Par ce rassemblement, il s'agit pour elles de démontrer à leurs autorités locales leur volonté de participer pleinement au développement de leur région. Aujourd'hui, nous rêvons de la construction d'un marché. Moi, je pense que si tous les cadres du département de Dabakala se donnent la main, nous pourrons avoir ce marché. Nous avons besoin d'un financement pour agrandir nos activités. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Le député de Dabakala qui leur a octroyé séance tenante la somme de 2 millions de francs CFA les a assurés de tout son soutien. À l'ensemble des fils du département, nous nous mobilisions donc autour de ce département-là qui a tant de potentialités mais qui a besoin de nous et qui nous appelle donc à venir à son chemin. Pour être plus forte à œuvrer au développement de leur région et de la Côte d'Ivoire, la présidente de Yedjidja en a appelé à une adhésion massive pour celles qui hésitent encore. À cette rencontre forte en émotion, les cadres ont offert des vivres et des non-vivres en cette période de Ramadan pour permettre aux femmes de l'association d'accomplir sereinement le 12e pilier de l'islam. Les épreuves écrites du BEPC session 2016 ont pris fin avec plus de 307 000 candidats cette année. Pour ces épreuves dans la direction régionale du Tchologo, un candidat suscitait beaucoup de curiosité. Il s'agit de Soro Bamoulé Abdoulaye. Il a 62 ans. Ce maître d'école coranique dit s'être présenté au BEPC pour relever un défi personnel, démontrer qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Abdul Kader Segodego, RTI Bouaké. C'est moderne de faire que c'est Dougou. Dans une des salles de composition du BEPC, un candidat attire tout de suite l'attention. Soro Bamoulé Abdoulaye, 62 ans. Quel intérêt pour lui de se présenter à cet examen? Surtout qu'il a arrêté l'école après un échec au BEPC
en 1973. On a joué un peu avec la vie, la guitare, le yéyé, bon, ça m'a fait mal après. Quand j'ai repassé mon passé, ça m'a fait mal. C'est ce passé qui m'a poussé même. J'ai fréquenté avec des gens qui sont là, des cadres du pays dont je vais taire le nom. Durant l'année scolaire, le sexagénaire s'est inscrit au cours du soir à Fekese-Dougou. Ses enseignants sont passés de l'hésitation à l'admiration. Après les épreuves écrites du BEPC session 2016, en attendant les résultats, Soro Bamoulé Aboulaye est serein, même si la matière de Pythagore et Thalès reste sa principale difficulté. En mathématiques, bon, il y avait la géométrie et puis l'algèbre. Bon, j'ai essayé de taper un peu, ce que je pouvais, quoi. Pour les générations présentes et celles de demain, notre sexagénaire a un message. Bon, le message que j'ai à lancer aux enfants, ils n'ont qu'à prendre les études au sérieux. C'est leur plantation, c'est leur avenir. La Côte d'Ivoire compte sur eux. On a tout mis en jeu pour eux. En attendant le 12 juillet, date officielle des résultats du BEPC session 2016, Soro Bamoulé Aboulaye continue sa vie, comme si de rien n'était. Une vie pieuse. D'ailleurs, il est maître d'école coranique. Avant le magazine de ce dimanche, et sachez que Abdoul Kader Sogodogo va suivre les résultats du BEPC de la direction régionale du Tchologo pour RTI 1 et nous attendons les résultats de Soro Bamoulé Abdoulaye. Et nous sommes au magazine de ce dimanche avec pour thème quelle immigration. Il y a une immigration irrégulière au niveau de l'Afrique et également au niveau de la Côte d'Ivoire qui nous concerne beaucoup plus. Et notre invité est M. Konaté Isiaka, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. M. Konaté, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'échanger avec vous, nous allons suivre ce reportage de Michel Mambo. Octobre 2013. 366 migrants clandestins morts en Méditerranée près de Lampedusa. 2014, plus de 3000 décès enregistrés. Mardi 4 août 2015, l'Organisation internationale sur les migrations annonce que le cap des 2000 migrants morts en Méditerranée est déjà franchi, un bilan supérieur à celui de la même période de l'année 2014. Des morts, des Africains pour la plupart, et le continent continue d'en compter. Car en effet, rien ne semble freiner l'élan des candidats au départ. Que ne feraient-ils pas ces aventuriers pour échapper à la pauvreté, au chômage, à la guerre? Peu importe les conditions du voyage, pour atteindre la terre promise, ils confient leur sort à des passeurs, des réseaux clandestins au prix de plusieurs années d'économie. Mais le rêve, bien souvent, vire au drame. La traversée, un véritable périple dans des conditions inimaginables. En plein désert ou en mer, chaque jour, des corps sont repêchés. Et pour les plus chanceux, il faudra faire face, dès l'arrivée, aux pires sévices et autres violations des droits de l'homme. Ce, après avoir bravé les barrières les plus imposantes dressées par les autorités des pays convoités pour barrer la route à ces sans-papiers. Tenter l'aventure pour s'offrir des lendemains meilleurs, noble idée peut-être, mais l'Eldorado est forcément de l'autre côté de la mer. La question reste posée. Et ce n'est pas forcément vrai, M. Konaté, l'Eldorado du côté de la Méditerranée. Je ne partage pas l'avis que l'Eldorado est du côté de... en Europe. Je pense que l'Eldorado, c'est à côté de nous, c'est dans nos pays respectifs. Nous devons faire autant que faire se peut des efforts de nous établir ici et de chercher à atteindre les objectifs que nous nous fixons. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'Eldorado, c'est bien ici en Côte d'Ivoire. Alors, quel est l'état des lieux de la migration irrégulière en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire? C'est une situation que nous trouvons préoccupante, même s'il faut vérifier les chiffres qui ont été fournis par M. George Smith dans une réunion aux affaires étrangères la semaine dernière ici en Côte d'Ivoire. Il se trouve que l'Afrique est de plus en plus concernée par le phénomène migratoire et que particulièrement aussi notre pays est concerné par ce phénomène, ce qui d'ailleurs explique la nécessité de lancer toutes ces campagnes de sensibilisation pour une meilleure compréhension du drame de la migration et de toutes les vies qui sont à la dérive à cause de la migration irrégulière. Et les Ivoiriens quittent de plus en plus la Côte d'Ivoire.
Alors, je ne présente pas comme si les Ivoiriens quittent de plus en plus la Côte d'Ivoire, mais en tout cas, il y a des raisons de s'inquiéter, parce qu'il y a quand même la diaspora ivoirienne à l'extérieur, c'est 1 200 000 personnes environ, donc 5,4% de la population. C'est quand même un chiffre qui est beaucoup inférieur, mais il y a aujourd'hui un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est le phénomène de la migration irrégulière qui concerne beaucoup de nos ressortissants qui sont attirés par des réseaux mafieux, irresponsables, que je pense qu'il nous appartient de remonter les informations aux autorités compétentes afin de déceler ces réseaux et de les démanteler sans état d'âme. M. Konaté, vous avez parlé de migration irrégulière, c'est notre sujet. Alors pourquoi ces Ivoiriens quittent la Côte d'Ivoire pendant que le pays est stable? Oui, la Côte d'Ivoire est un pays stable, la Côte d'Ivoire a de belles performances économiques. Il se trouve qu'aujourd'hui, lorsque nous échangeons avec certains des jeunes qui se sont retrouvés dans des situations de détresse, je vous informe qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que le ministre Ali Koulibaly ne reçoive de fortes demandes des Ivoiriens qui sont à l'extérieur par rapport à la situation de détresse de certains d'entre eux. Certains nous ont expliqué des difficultés d'emploi, d'autres nous ont dit qu'ils avaient été pris par des réseaux qui leur avaient expliqué que c'était très facile d'entrer en Europe. Donc il y a quand même cette question des réseaux qui pullulent dans la zone d'Afrique de l'Ouest et qu'il est important, je pense à présent, de démanteler. Alors comment freiner justement ces réseaux? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour freiner les réseaux. La première des choses, c'est peut-être, dans un premier temps, de les démanteler sans état d'âme. Infiltrer ces réseaux, remonter les informations de façon régulière et constante aux différentes autorités ivoiriennes, de sorte à ce que les autorités soient en possession d'informations pour pénétrer ces réseaux et les démanteler. Il y a aussi d'autres raisons qui ne dépendent pas de notre pays exclusivement, comme la stabilité des pays qui sont aujourd'hui des pays de passage ou de transit comme la Libye. La stabilité de la Libye ne dépend pas de notre pays, mais c'est une stabilité qui est importante, sinon on veut freiner le phénomène. Il faut aussi avoir de meilleurs échanges et continuer les appuis que l'État fait vis-à-vis de la jeunesse. Il faut poursuivre ces appuis. Il faut encourager les jeunes qui sortent des réseaux traditionnels de formation à aller vers des centres de formation professionnelle. Je répète à tout vent que la Côte d'Ivoire a 77 établissements de formation professionnelle. Une des idées, c'est leur mise à niveau de sorte à orienter les personnes qui échappent au circuit traditionnel de formation. Monsieur Konaté, parlant justement de ces réseaux, c'est parce que ces jeunes Ivoiriens, en général, ce sont des jeunes. Hein? Oui, ce sont des jeunes. Selon vos statistiques, ce sont des jeunes. Alors pourquoi ces jeunes veulent partir hors de la Côte d'Ivoire, surtout en Europe, où ils pensent qu'il y a l'Eldorado, alors qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit à l'instant, le pays est stable, le pays tend vers l'émergence à l'horizon 2020, donc beaucoup de choses peuvent se faire ici au niveau local, au niveau des collectivités justement. Et il ne faut pas négliger l'apport des réseaux que je qualifie d'irresponsables, des réseaux mafieux qui vendent des illusions à beaucoup de nos jeunes. Il ne faut pas négliger cet aspect. Il faut aussi voir l'effet des modes. On est en pleine mondialisation, le remontée d'informations. Il y a quand même sur les réseaux sociaux souvent des effets de mode sur la question que l'Eldorado c'est forcément en Europe et qu'on ne peut pas se réaliser dans nos pays respectifs. Mais je pense que petit à petit, dans les échanges qui sont en train d'avoir lieu sur le territoire national avec la campagne, nous sommes en train quand même de parler à beaucoup de personnes et de leur expliquer que l'Eldorado n'est nulle part ailleurs qu'auprès d'eux, chez nous. Que chez soi. Tout à fait. Justement, M. Konaté, au niveau local, au niveau de la Côte d'Ivoire, parler justement de notre pays, est-ce que les collectivités, je vais parler des mairies, je vais parler des conseils régionaux, est-ce que ces entités peuvent œuvrer pour maintenir ces jeunes ici en Côte d'Ivoire et comment? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une plus large implication des collectivités locales. Je pense que les collectivités locales pourraient venir en appui. Je sais qu'il y a des difficultés d'appui, de moyens pour certaines mairies, etc. Mais je pense que les mairies pourraient réfléchir à des procédures de création de fonds d'appui à certains projets locaux, à certains projets de jeunes, et aussi à continuer la sensibilisation dans les villes respectives, en parlant avec la jeunesse, en essayant de voir quelles sont les difficultés que la jeunesse rencontre, en
en orientant cette jeunesse, en impliquant dans la sensibilisation les dignitaires religieux, les chefs des villages, les chefs coutumiers, les leaders communautaires, les leaders politiques, pourquoi pas dans les zones respectives. Mais je pense que dans les appuis que l'État apporte aux différents jeunes sur le territoire national, il faut diversifier ces appuis et puis il faut permettre que les collectivités locales aussi à leur niveau puissent créer aussi des conditions d'un développement local appuyé par des fonds généralement générés au niveau des mairies elles-mêmes. Je pense que ça serait une idée pour venir en appui à l'État. Au niveau des fonds générés au niveau des mairies, vous savez, enfin, vous le savez certainement mieux que nous, ces mairies, ces conseils régionaux vont parler de financement. Il n'y a pas d'argent, on ne peut pas financer ces jeunes. Tout à fait. Des propositions tout de même. Il peut avoir des difficultés de moyens, mais n'empêche que lorsque nous voulons soutenir des projets, j'ai vu les efforts qui ont été faits au niveau du ministère de la Jeunesse relativement aux appuis aux jeunes. Et il y a souvent des fonds qu'ils mettent à disposition pour financer des projets en 200 et 300 000 francs. On ne demande pas de faire des appuis. Moi, j'encourage les jeunes à se mettre en groupe. En groupe. Je pense que c'est très important. Je pense qu'il faut éviter qu'il y ait 50 projets similaires. Il faut encourager les jeunes à se mettre ensemble, à réfléchir sur des projets. J'ai été très surpris de voir qu'il y a une étude du BNET qui existe sur le sol ivoirien qui a été étudiée, qui explique quelle culture faire dans quelle zone. Et je pense que cette étude, même si la jeunesse se l'approprie, on a aussi des possibilités. Relativement aux collectivités locales, moi je pense qu'il faut faire, c'est que dans les appuis qui sont apportés par l'État, c'est aussi de s'arranger pour créer au niveau local, hein, une sorte de fonds dans les mairies, de voir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'elles peuvent faire ces mairies à destination de la jeunesse. Elles peuvent organiser des consultations avec les jeunes, remonter les informations, de sorte que l'État puisse prendre en compte certaines des préoccupations qui seront aussi remontées par les différentes mairies ou les collectivités locales ou régionales. En tout cas, les consultations directes. Alors, vous menez une campagne de sensibilisation. Que faites-vous concrètement pour inviter ces jeunes à rester en Côte d'Ivoire? Nous leur expliquons qu'il n'est nullement question d'empêcher la migration. Personne ne peut empêcher la migration. Il est question d'éviter les pertes en vie humaines d'Africains qui partent au péril de leur vie et à qui les gens vendent des rêves et expliquent que c'est très facile d'aller en Europe sans respecter les lois des pays d'accueil. Dans le passeport ivoirien, en dernière page, vous allez trouver des recommandations importantes de l'État de Côte d'Ivoire relativement au séjour dans les pays d'accueil. Moi, j'encourage fortement les jeunes qui veulent immigrer, qui veulent aller étudier ailleurs, de suivre toutes les étapes et d'avoir tous les documents en leur possession avant d'aller dans les autres territoires pour éviter de s'exposer à la merci de ces gangs et ces mafias que je qualifie d'irresponsables. Alors, vous avez parlé de ces passeports. Il y en a qui ne lisent même pas ces pages. Alors, c'est peut-être dommage, mais aujourd'hui, il est question pour nous, à travers la campagne de sensibilisation, de projeter des films qui montrent le drame des migrants, comme ce que vous avez présenté tout à l'heure, et de leur expliquer. Vous avez commencé à projeter ces films? On a commencé à projeter ces films, on a fait plusieurs étapes déjà. Nous étions à Daloa la semaine dernière, et nous étions à Bassam le vendredi, avant-hier, on était vendredi à Bassam, et nous allons poursuivre avec Yopougon à Niamey, et la campagne va s'achever à Korogo vers la fin du mois d'août. C'est une campagne nationale de sensibilisation, on parle aux jeunes, on leur explique qu'il y a des drames qui sont liés à la migration à tous les coups, et qu'il faut remplir un certain nombre de conditions avant de vouloir émigrer. Il y a des Ivoiriens qui vivent à l'extérieur, qui travaillent, qui viennent régulièrement voir leur famille. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'éviter que des personnes prennent des embarcations de fortune et puis perdent leur vie. Est-ce que vous avez les images des films qui sensibilisent, des films qui informent justement ces jeunes sur ces Africains qui se déplacent, qui quittent l'Afrique pour l'Europe et malheureusement qui restent dans la Méditerranée? Nous avons beaucoup de films qui sont beaucoup pleins d'émotions, mais au-delà des films, il y a aussi la réalité. La réalité, c'est cette mère qui vient nous voir dans nos locaux pour dire « je souhaite voir mon fils ». La réalité, c'est lorsque nous faisons une projection dans la commune d'Abobo, c'est d'être approché par des familles avec des copies des pièces d'identité des enfants disparus. C'est une réalité qui est pleine d'émotions. Nous ne faisons pas du cinéma, nous présentons la réalité aux jeunes afin qu'ils comprennent qu'attention, il y a des risques, et le risque, c'est perdre la vie, et sans vie, il n'y a pas d'espoir. Et ces familles que nous voulons soutenir, nous pouvons mieux les soutenir en restant en vie, en développant des projets autour de nous, en ne prenant pas des épargnes de 1, 2, 3 ans, voire 3 ans, à payer des réseaux de passeurs
pour sortir du territoire et se trouver livrés à des personnes qui, pour la plus récente, m'expliquent que certaines personnes reçoivent des coups de fil de personnes qui demandent des rançons. Personne ne souhaite cela à sa famille. Aucune personne ne souhaite que son fils puisse périr dans des conditions où il a envie de partir quelque part pour se réaliser. Si c'est le fait, je pense qu'il faut remplir toutes les conditions, toutes les exigences des pays d'accueil, afin d'éviter d'être en proie à certains passeurs. Et puis aussi, c'est important de respecter les lois des migrants. Moi, j'en conviens, je suis d'accord avec le fait qu'il est impératif aussi de respecter les droits des migrants, mais les migrants doivent éviter de s'exposer inutilement à ce trafic honteux. Et d'ailleurs, je voudrais dire que la Côte d'Ivoire a un comité national de lutte contre la traite des personnes. Je sais que le budget avait été évalué autour de 7 milliards de francs CFA. Je pense qu'il faut encourager ce comité à mettre en application toutes ces stratégies. Nous, on va continuer avec les sensibilisations, avec des capsules avant le journal de 20 h, avec des affichages publics, avec une campagne qui va devenir de plus en plus agressive, justement, avec l'appui de la Fondation Friedrich Naumann qui m'accompagne d'ailleurs dans ce studio. Et justement, j'allais vous demander, est-ce que vous avez le soutien des artistes, des hommes de médias? C'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes sur RTI 1, mais pour vous soutenir dans cette campagne? Nous avons beaucoup de soutien. Nous réfléchissons d'ailleurs, nous avons commencé des échanges très intéressants à Bassam, avec Yodé Siro qui propose de se joindre à la campagne de sensibilisation, d'autres artistes encore qui se proposent de le faire. Je voudrais saluer l'appui du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui à chaque fois a mobilisé les autorités préfectorales comme M. Kwame Brou à Daloa, dont le sens incroyable du devoir qu'il nous a affiché nous a vraiment impressionné par rapport à tout ce qui se fait. Tous les autres préfets et sous-préfets qui vous soutiennent. Justement, revenez très rapidement sur les appuis des partenaires lors de cette campagne. Alors, cette campagne bénéficiait de l'appui exclusif de la fondation allemande Friedrich Naumann. C'est une fondation d'obédience libérale qui nous appuie pour toute la campagne de sensibilisation sur l'étendue du territoire. Nous espérons qu'il va avoir d'autres appuis et que l'Union européenne va élargir le fonds fiduciaire d'appui aux pays africains à la Côte d'Ivoire, qui est un pays important, qui compte 24% des migrants. Et c'est un pays qui compte. C'est un pays aujourd'hui avec lequel il faudra compter si on veut freiner la migration vers l'Europe. Et vous avez le soutien de la RTI pour Bien entendu, je me réjouis du soutien de la RTI que j'allais mentionner tout à l'heure en fin d'émission. Je me réjouis du soutien de la RTI. J'ai l'avantage d'être passé plusieurs fois sur vos antennes, expliquer les risques qui sont liés à la question de la migration irrégulière. Ce n'est pas une question que nous traitons seuls. Il y a plusieurs départements qui sont associés à cela. Nous, on fait notre part. Merci à la RTI. RTI sera toujours avec vous. C'est la fin de ce magazine. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI. Merci.